Le colonel Gaby Point était toujours auprès du colonel Destremo. Ensemble, ils géraient la situation. Donc là, il faudrait que vos gendarmes, on a amené du barbelé, ils rétablissent le dispositif initial. De toute façon, ce qu'on ait un espace entre la foule et mes matériels et mes personnels. Vous demandez de tirer. D'accord, vous comprenez. Oui, je comprends. Donc jusqu'à présent, vous n'avez pas tiré. Depuis le matin jusqu'à présent, vous n'avez pas tiré. Laissez-nous, on va gérer ensemble, vous et moi, mieux la situation. Maintenant, si vous avez le projet de tirer, je me retire et puis je vous laisse tirer. Non, mais le projet, c'est qu'on arrive ensemble à repousser les choses. Donc on va jouer cette hypothèse. Très bien. Cependant, le colonel Destremo était très excité et tendu. Il menaçait sans cesse qu'il allait faire tirer sur la foule. L'armée française était très calme, contrairement à son chef, le colonel. Tout à coup, il y a eu un mouvement sur la gauche des colonels. Les patriotes ont repoussé les gendarmes ivoiriens et ont gratté 2 mètres. Sans état d'âme, le colonel Destremo va donner l'ordre et dit au colonel Gaby Point que la ligne était franchie. Il donna l'ordre de tirer. Sans attendre, les soldats français ont engagé des tirs. Il y a eu des sommations. Les soldats français tiraient ouvertement, directement sur les manifestants qui étaient à moins de 10 mètres et sans couverture. Tous se mettront donc au sol. Plus de 30 soldats français tiraient dans tous les sens. Les patriotes, hommes comme femmes, tombaient massivement sur les escaliers, sur l'esplanade. C'était le chaos. Le colonel Gaby Point a rapidement demandé au colonel Destremo de faire tirer en l'air, de lever les canons afin de ne pas toucher les civils. Le colonel va ordonner à ses soldats de lever le canon, mais tous ces hommes ne lui obéiront point. Certains tiraient toujours sur la foule. Au même moment, il y eut des détonations beaucoup plus puissantes qui venaient des hauteurs de l'hôtel. Il y avait dès le début du rassemblement des soldats français planqués dans les chambres de l'hôtel avec des armes en direction de la foule. C'est l'une de ces détonations qui a fait exploser le crâne d'un patriote à côté d'un des gendarmes. La fusillade a duré environ 20 minutes. L'un des soldats du colonel Gaby Point a été tué sur les lieux. Un autre a été blessé puis ramené dans le hall de l'hôtel puis soigné par les médecins français. Suite à ce carnage, les Français ont plié bagages et ont rapidement quitté les lieux. Et c'est à cet instant que tout le monde se rend compte qu'il ne s'agissait pas de simples soldats venus protéger les intérêts français, mais plutôt des soldats envoyés pour arroser le peuple, littéralement. En fait, parmi ces hommes, il y avait 6 soldats qui descendaient des étages et qui appartenaient au COS, les forces spéciales de l'armée française. Tous cagoulés avec des émetteurs récepteurs à l'oreille, soutenus par les armes qui n'ont pas réussi à être identifiées sur le tas. Ils sont passés au pas de course devant tout le monde. Le premier bilan était de 54 morts et de 1250 blessés, mais ça se terminera avec un bilan global de la résistance des patriotes prenant en compte le 6, 7, 8, 9 et 10 novembre 2004, plus de 62 morts, 1306 blessés et disparus, en seulement 4 jours. Tout portait à croire qu'il s'agissait effectivement d'un coup d'État tenté par la France. Se dépêchant après les atrocités commises à l'hôtel Ivoire, les soldats français ont oublié au 6e étage, l'étage qu'ils ont occupé, et ceux dans certaines chambres des caisses de munitions, des sacs, des aliments, un plan de tir depuis l'hôtel. Un soldat a même oublié ses papiers. Il y avait aussi et surtout un renseignement informatique à l'intérieur d'un ordinateur de l'armée française resté sur les lieux et qui contenait des informations sur l'armement français présent en Côte d'Ivoire, les troupes et le dispositif de communication de l'armée française. Jusque-là, rien de surprenant. Mais dans cet ordinateur, il y avait des fichiers réservés et concernant toutes les personnalités politiques ou proches de la politique ivoirienne. La vie du président de la République dans les moindres détails est identifiée. Son identité, sa formation, sa carrière et même les plaques d'immatriculation de ses véhicules les plus banalisés. Son épouse, quant à elle, la première dame Simone Gbagbo, n'a pas été épargnée. Tous les détails sur sa vie et même son indice de pouvoir, son réseau, sa famille, sa passion et autres étaient mentionnés. Il y avait aussi des simples compilations de journaux ivoiriens, mais aussi des fichiers dévoilant un chef d'entreprise français prônant un renversement du pouvoir du président Gbagbo. Il a rencontré l'armée française et était prêt à la financer car, très francophile et prêt à coopérer, il était fortement opposé à ce qui se passait en Côte d'Ivoire à l'époque. 2 jours plus tard, ces fichiers seront donnés au président Laurent Gbagbo. Toutefois, en plus du renseignement très précis sur le président et tous les politiques ivoiriens d'antan, il y avait aussi plusieurs informations, si ce n'est toutes les informations nécessaires sur l'état-major des rebelles. Toutes les armes que ces rebelles utilisaient, leurs méthodes d'action et leurs positions, tout y était. La RTI va même sortir un reportage le même jour sur cette scène.
Interrogée à Paris, la ministre de la Défense va dresser une réalité carrément loin des événements qui se sont déroulés. Il y a eu des échanges de coups et de tirs entre la foule, les jeunes patriotes et les soldats, les militaires et gendarmes ivoiriens qui étaient en interposition entre la foule et les blindés français. Mais le général Poncet va lui-même reconnaître que les soldats français ont bel et bien tiré sur la foule. Des tirs sont partis sur nos forces depuis les derniers étages de l'hôtel Ivoire, de la grande tour que nous occupions pas, et depuis la foule. Dans ces conditions, nos unités ont été amenées à faire des tirs de sommation et à forcer le passage en